RMC 13h05, c'est Carrément Brunet avec Éric Brunet. J'ai découvert comme ça, en lisant la presse, que le dossier noir de la fraude sociale en France, c'est 20-30 milliards d'euros. Et je me suis dit qu'on n'avait pas besoin de ça en ce moment. RMC, 13h-14h. C'est primordial, il faut qu'on se réveille. C'est Carrément Brunet, Éric Brunet. On est au bord du précipice et ça, il faut bien qu'on se le mette dans le trou. Amis contribuables, bonjour. Il faut un FBI à la française pour débusquer, dénicher les fraudeurs sociaux. La fraude sociale est un cancer dans notre pays qui vous coûte, mesdames, messieurs, entre 20 et 30 milliards d'euros. Vous imaginez ? Il y a même un député qui s'appelle Dominique Tian qui a travaillé sur le dossier de la fraude sociale et qui vient d'établir qu'on pourrait assez facilement récupérer en France 15 milliards d'euros qui ont été indûment versés à des fraudeurs. C'est un véritable scandale. Alors vous connaissez, carte vitale utilisée par plusieurs personnes, sans aucun contrôle, trafic de médicaments, arrêt maladie de complaisance, oulala, il y en a, faux chômeurs, oulala, fraude massive aux aides au logement, fraude massive au RSA, fraude massive aux aides aux parents isolés. Vous savez, en France, la CAF, la Caisse des allocations familiales, verse chaque année 80 milliards d'allocations. C'est considérable. Alors, oui, il y a des milliards de fraudes là-dessus et personne ne voit rien. Tout le monde s'en fiche. Alors, bien sûr, les services de l'État récupèrent bien un peu d'argent. L'année dernière, on a récupéré un peu plus de 100 millions d'euros, mais c'est 100 fois moins que la fraude elle-même, 100 fois moins. En gros, tous les jours, notre République donne un sauf-conduit aux fraudeurs, quoi. On leur dit, en gros, continuez. De temps en temps, on en attrape un, mais c'est pas grand-chose au regard de ce volume exorbitant de fraude. Alors, il faut ajouter à cela la fameuse AME, l'aide médicale d'État. Qu'est-ce que c'est ? C'est une aide médicale financée par le contribuable français pour les plus démunis, les étrangers en général en situation irrégulière, qui bénéficient de soins. Alors ça, c'est généreux et c'est bien, on ne peut pas laisser les gens mourir, sauf que cette aide médicale d'État, elle s'est transformée en espèce d'automatisme, quoi. C'est une institution. Les gens qui viennent en France peuvent se faire opérer, en gros, quand ils le souhaitent, aux frais du contribuable. Et oui, l'AME, notre générosité française, voulue par Jospin dans les années 2000, est devenue le motif d'un véritable tourisme social. Vous voyez, on vient se faire soigner en France. Et oui, tout ça sont des abus, mesdames, messieurs. C'est vous qui les financez. Et je voulais juste, à travers cette émission, vous alerter aujourd'hui. Oui, il est urgent que nous ayons une antenne, une sorte de FBI à la française qui traque tous ces fraudeurs. Bonjour Camille. Bonjour Éric, bonjour à toutes et à tous. Tu l'as dit, pour toi Éric, il faut un FBI à la française pour lutter contre la fraude sociale. Vous votez rmc.fr, carrément d'accord ou carrément pas d'accord avec Éric, et vous pouvez aussi voter par SMS, oui ou non au 6 10 71. Alors mes invités aujourd'hui, d'abord elle est dans le studio, Josée Pochat. Bonjour Josée Pochat. Bonjour. Elle est journaliste à Valeurs Actuelles et elle a réalisé un dossier sur la fraude sociale. Donc elle vient en tant que journaliste un peu nous raconter ce qu'elle a vu et le résultat de son enquête. Ensuite, il y aura le secrétaire national du parti de gauche, Alexis Corbière, il est conseiller de Paris. Pourquoi lui ? Tout simplement parce que avec Corbière, on va essayer de dépasser le débat et on va s'interroger sur ce dispositif, cette magnifique générosité française, la Sécu qu'on a mis de bonne foi sur pied au sortir de la Seconde Guerre mondiale. La Sécu, c'est quand même un truc très de chez nous. Il n'y a pas l'équivalent dans les plus grandes démocraties occidentales. Et ce truc-là, qui est un peu complexe, qui est un peu une usine à gaz, mais qui est juste le fruit de la sophistication de la pensée française et de la générosité française, est devenu une passoire. C'est devenu une passoire terrible. Alors quand on est un homme généreux, de gauche, qui lutte, qui milite pour le maintien de ces valeurs, de la sécurité sociale, comment est-ce qu'on vit le truc, quoi ? Est-ce qu'on a envie de fermer le robinet de la générosité française, ou est-ce qu'au contraire on dit il faut que ça continue ? Moi j'aimerais l'entendre là-dessus, Alexis Corbière. Et puis dans un instant également, le docteur Didier Leget. Alors lui il est intéressant parce qu'il a tous les chiffres sur l'AME, sur aujourd'hui la CMU, il a tous les chiffres de cette générosité qui se manifeste dans le secteur social. Et il est intéressant Didier Leget parce que c'est
un syndicaliste dans le monde médical, de l'Union des chirurgiens de France, parce que c'est son boulot. Ça fait des années et des années qu'il collecte ces chiffres. Il n'a pas de langue de bois et il nous dira concrètement où est-ce que ça va pas, quoi. Est-ce que il est vrai qu'il y a des centaines de milliers de fausses cartes vitales, par exemple, qui circulent dans ce pays? Je veux tout savoir pendant cette heure sur ces questions de la fraude sociale, moi, qui ne suis pas du tout expert de ce sujet. Voilà, mesdames, messieurs, le décor est planté et j'ai envie de dire c'est parti. RMC, 13h-14h. 20 milliards d'euros, c'est le montant estimé de la fraude sociale et donc le manque à gagner pour l'État chaque année, selon un rapport parlementaire. C'est carrément Brunet. C'est une grande famille, les fraudeurs. Il y a des professionnels de santé, il y a des assurés sociaux, il peut y avoir des employeurs, il y a des transporteurs sanitaires, il y a des taxis. La Sécu, c'est bien, en abuser ça craint. Éric Brunet. José Pochat, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles, vous avez sorti un dossier qui est toujours en vente d'ailleurs. Oui, tout à fait, jusqu'à mercredi, oui. C'est la couverture du journal, le dossier noir de la fraude sociale, pardon, mais je l'ai lu ce week-end, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette émission. Vous avez fait un truc, vous avez envoyé des jeunes journalistes de votre journal oui. Chez des médecins. Voilà. Pour obtenir un arrêt maladie. Voilà, on a fait ce test et on l'a fait le plus gentiment possible. C'est-à-dire qu'on s'est pas renseigné en disant tu connais pas quelqu'un toi qui file des arrêts même maladie gratos facile même quand on n'est pas malade. Non, on a fait totalement au hasard. On a pris les pages jaunes au pif, 4 médecins généralistes. On a demandé aux gens de ne pas aller voir leur médecin traitant, c'est-à-dire des médecins inconnus, de ne pas présenter leur carte vitale parce que c'est le journal qui a pris en charge les consultations, on les fera pas rembourser par la sécurité sociale parce qu'on a des valeurs, c'est normal. Et on a dit on va voir, on va jouer le jeu de façon totalement transparente. Alors sur les 4, il y en a 3 qui ont ramené un arrêt maladie. 10 jours, 3 jours, 3 jours. Alors c'était 3 jeunes filles et un jeune homme, tous en pleine forme, moins de 25 ans, en jouant, je suis très stressée, j'ai du mal à aller au boulot, j'ai du mal à dormir la nuit, 2-3 trucs comme ça. Et ça, en moins de 10 minutes, ils ont obtenu un arrêt maladie, sauf le 4e, qui a pris le temps de discuter pendant 1 heure avec la jeune fille, parce que ça fait quand même trop. Le 4e médecin. Le 4e médecin a joué le jeu, lui a dit non, lui a donné des conseils, comment s'adresser à son N+1, comment lutter contre le stress. José Pochat, ok. Mais les 3 autres, c'était finger in the nose, bar ouvert, vous voulez combien, revenez au besoin dans 10 jours ou dans 3 jours. Vous voulez combien d'arrêts de maladie? Voilà, c'était ça. Qu'est-ce que vous avez prouvé quand vous avez fait ça? Vous prouvez quoi en disant que 3 médecins sur 4 donnent des arrêts maladie comme ça? On peut pas faire ça n'a pas valeur statistique. Déjà, c'est hyper simple en France d'avoir un arrêt maladie. Alors qu'on est censé avoir un médecin traitant quand même. Il y en a pas un qui dit écoutez, c'est plus logique d'aller voir votre médecin traitant, celui qui vous connaît, que vous connaissez depuis toujours. Bon, c'est très simple. Et du coup, la deuxième question qui se pose, c'est combien il y en a? Et puis c'est là qu'on regarde un petit peu les chiffres généraux, puis qu'on se rend compte que, alors effectivement, on va dire encore qu'on tape sur les fonctionnaires, mais les champions des arrêts maladie, dans le métier qu'on fait, par exemple dans les conseils régionaux, il y a 30 jours d'arrêt maladie par an en moyenne, alors que dans le privé c'est 14. José Pochat, vous êtes journaliste, vous avez donc enquêté sur le sujet rapidement. Pour ceux qui connaissent pas le dossier comme moi, la fraude sociale dans notre bon pays de France, ça représente quoi financièrement? J'ai lu des chiffres absolument faramineux. Ce sont des vrais chiffres. Les chiffres que vous avez lus sont vrais. Alors lesquels? Le rapport Tian, qui est le tout premier rapport sur le sujet, parle de 20 milliards, 15 pour le travail au noir et 5 pour les aides sociales, enfin fraudées en général, le RSA, les allocations, les aides au logement, les aides aux parents isolés, enfin les faux chômeurs, enfin bon, voilà, tout notre système. Ah oui, les faux chômeurs. Parfois c'est industriel les faux chômeurs. Vous savez qu'en France on démantèle régulièrement des mini-entreprises qui vendent des kits chômeurs. Vous avez le kit, vous achetez votre kit, je crois que ça doit être 4 000 €, vous achetez des faux bulletins de salaire, des faux papiers de licenciement, c'est une fausse entreprise et hop c'est parti, vous avez droit à vos 2 ans de chômage. Alors j'ai lu que justement les fraudes aux allocations familiales, par exemple découvertes par l'État, sont d'un montant de 110 millions d'euros l'année dernière. Donc, l'État récupère quand même de l'argent, mais c'est peanuts, c'est ridicule au regard de la fraude. C'est ridicule. Alors, on estime que c'est 10% de la fraude, parce que maintenant, évidemment... Moi, j'ai calculé, si on part sur 30 milliards de fraude, c'est pas 10%, on est plus près de 1% d'argent récupéré. Oui, parce que les calculs sont différents selon qu'on inclut ou pas le chômage, c'est un peu compliqué. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que les pays étrangers qui ont mis en place vraiment des moyens de lutte contre la fraude. C'est-à-dire notamment de la fraude sociale dont je rêve. Et notamment les fameuses cartes vitales biométriques totalement sécurisées il y a même un pays où c'est devenu un papier d'identité tellement c'est un truc sécurisé. Là,
on sait que on réussit. La carte vitale, en gros, c'est comme une carte NCNI. On la passer à sa voisine et être à 10 dessus. Bon. Là, on se rend compte qu'il y a 2,5% en moyenne dans ces pays de fraude qui est détectée sur le montant total des allocations qui sont versées. 64 milliards versés par la CAF chaque année. En moyenne, 64 milliards, on calcule 2% et demi. 64 milliards, c'est les allocations familiales dans notre pays. Tout. C'est le RSA, les aides au logement, le PAGE, tous les trucs sur lesquels on sait qu'il y a des fraudeurs. Bon, ces 2,5%, ça ferait 19 milliards. Voilà. Avant de passer la parole à Alexis Corbière, un dernier truc. Moi, j'étais assez heureux quand Jospin a inventé l'AME, l'aide médicale d'État, parce que par tradition personnelle, j'estime qu'il faut aider les gens qui sont dans la souffrance sociale à se soigner. Bon, sauf que cette AME qu'on a inventée, cette belle machine qu'on a inventée il y a 13 ans, j'ai l'impression que c'est devenu une espèce d'institution, quoi. La philosophie de l'aide médicale d'État, c'était on se tournait vers celui qui était clandestin en France, qui n'avait pas de papier, étranger, et on lui disait mais bien évidemment on va te soigner, on va pas te laisser mourir, on va te soigner. Et on le soignait. Sauf que j'ai l'impression que c'est devenu une espèce de motif de tourisme social, quoi. Alors on soigne ceux qui ont besoin, mais en plus il y a ceux qui viennent en France pour se faire soigner, et voilà, et tout ça aux frais du contribuable. Et là, moi, philosophiquement, ça me gêne un peu, ça. Alors philosophiquement, je vais vous poser juste une question, Eric. En 99, quand l'idée était mise dans les tuyaux par Jospin, est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous avez entendu parler de beaucoup d'étrangers en situation irrégulière qu'on avait jetés d'un hôpital pour les laisser mourir dans la rue? Non. Ouais. Est-ce qu'il y avait un problème de cette nature en France? Non, bien évidemment que non. Qui, aujourd'hui, dans ce pays, dit, bah oui, il a pas de papier, lui, il est en train de mourir, on s'en fout, on le laisse crever dans le caniveau. Personne. Donc cette loi, elle n'avait pas besoin d'être votée, parce qu'effectivement, on a ouvert la voie à un boulevard du tourisme médical. Un boulevard. C'était 75 millions d'euros par an au début, la première année. Aujourd'hui, c'est 600 millions. 600 millions d'euros de frais médicaux. Vous imaginez ce que ça fait comme personne, soi-disant, en train de mourir? Mais non, c'est pas possible. Heureusement que les étrangers en situation régulière n'ont pas des problèmes de santé de cette ampleur. RMC 13h19. On parle bien évidemment de la lutte contre la fraude sociale, lutte qui me semble nécessaire. Alexis Corbière nous rejoint. Bonjour Alexis. Oui, bonjour, Éric Brunet. Vous êtes secrétaire national du parti de gauche, vous êtes conseiller de Paris. Je vous ai invité, pas pour faire la claque et pour faire le débat traditionnel. Générosité. Non, justement. Je vous ai invité parce que je me dis qu'on peut être militant de gauche, mais que soutenir le projet imaginé par nos grands-parents après la Seconde Guerre mondiale d'une sécurité sociale performante, ouverte à tous et généreuse. Et en même temps, bon sang de bonsoir, se poser des vraies questions. Non, je sais pas, vous posez pas des questions sur l'efficience du dispositif et cette véritable passoire, quoi, parce que c'est les Français qui paient les impôts quand même, et voilà. 20-30 milliards. Éric Brunet, au parti de gauche, on se pose des vraies questions. La fraude, il faut parler de la fraude des patrons. Et ce qui a été dit en creux par votre invité, par José Pochin, c'est que selon même le rapport et vous savez, le Conseil d'État, il considère que la fraude des pauvres, je reprends sa formulation, c'est une pauvre fraude. Et que le problème, c'est la fraude patronale qui coûte entre 16 et 20 milliards d'euros à nos organismes de sécurité sociale. Donc là, vous faites une émission pour nous dire qu'il y a entre 540 et 800 millions de fraudes, ce qu'on appelle aux prestations. Et je rappelle que la Sécu considère qu'en général, elle récupère 88% du montant de ces fraudes sur les 3 ans. Par contre, vous dites pas un mot. On n'est pas d'accord sur les chiffres. On n'est pas d'accord sur les chiffres. Mais continuez. Mais on est au moins d'accord sur les chiffres. J'espère sur le fait que la fraude patronale, c'est-à-dire les patrons qui font travailler au noir, qui payent pas de cotisation, ça coûte chaque année entre 16 et 20 milliards d'euros. Et là, puisque je crois que le titre de votre émission, c'est il faudrait un FBI. Moi, je veux bien qu'il y ait un FBI qui va faire la traque auprès des patrons qui embauchent des gens. Mais le travail au noir, mais attendez, mais vous avez raison. Le travail au noir, c'est considérable. Non, mais attendez. Vous avez raison quand vous dites que le travail au noir, c'est considérable. Mais pourquoi le travail au noir? Vous appelez ça la fraude des patrons, le travail au noir? C'est pas le travail au noir, c'est pas. Des patrons qui embauchent des gens, qui les payent au black, pardon d'expression, et qui ne payent pas de cotisation aux différents organismes. Et que ça coûte cher. Attendez, lorsque vous faites refaire les sanitaires de votre salle de bain, que vous faites refaire les sanitaires de votre salle de bain par un mec au black, est-ce que c'est de la faute patronale? De la fraude patronale? Non. Non mais attendez, oui. Mais c'est ça le travail au black. C'est ça le travail au black. C'est pas des PME de 200 salariés qui pèsent 50 salariés au black. Le travail au black, c'est comme rien. Et donnons-nous les moyens. Alexis Corbière, vous savez que les gens qui ont pignon sur rue, les grosses entreprises qui effectivement fermaient les yeux, notamment par le biais de la sous-traitance, maintenant
ces entreprises-là, elles se font taper sur les doigts. Et ce qui reste dans les grands bataillons de travail au noir, c'est les gens qui travaillent comme ça à côté, qui continuent à toucher par ailleurs leur allocation chômage. Ce ne sont pas des patrons. Arrêtons de se battre sur les patrons d'un côté, les pauvres de l'autre. Il y a des règles. Il y a des règles qui doivent s'appliquer pour tous. C'est pas vrai que c'est une pauvre fraude. Quand on parle de milliards, on parle en même temps là. Attendez, allez-y Alexis, vous affirmez? Je me tais. J'affirme que dans des grands marchés publics, il y a encore des entreprises. Vous savez beaucoup ce qu'on appelle les sans-papiers. Nous qui sommes solidaires avec ces gens qui viennent sur le territoire national pour travailler et qui sont traités souvent comme des animaux, travaillent pour des entreprises qui, elles, ont pignon sur rue, qui ont eu des marchés publics et ils sont utilisés pour bien souvent parce qu'ils sont en retard sur le calendrier. Alexis, et ces gens-là travaillent. Ouais, bah, attendez, franchement, demandez à n'importe quel patron de BTP, d'une boîte de BTP, petite, grosse ou moyenne, renseignez-vous ce que c'est aujourd'hui qu'un chantier, les contrôles URSSAF, il est totalement responsable. Et même... Éric Brunet, dites à l'antenne de RMC combien il y a d'inspecteurs et contrôleurs du travail dans ce pays pour contrôler plus de 15 millions de salariés. Dites-le. Oh, je sais pas, il doit y en avoir un petit millier. Vous avez raison de soulever ça, Alexis, parce que c'est un vrai sujet. En réalité, la fraude, ça tourne autour de 2 à 3 000 personnes pour contrôler plusieurs dizaines, je crois que c'est 15 millions ou 18 millions de salariés. C'est-à-dire que concrètement, il y a très peu de contrôle. Et les patrons de délinquants ne sont pas sanctionnés dans ce pays, c'est la réalité. Et y compris la médecine du travail, le problème que vous pointez, moi je suis pour, ça ne me pose aucun problème qu'il y ait un contrôle de médecine du travail, qu'on voit la réalité. Et on découvrira beaucoup de choses, parce que vous évoquez le cas, évidemment, toujours invérifiable de ceux qui trichent, il y en a sans doute, mais aussi des gens qui viennent travailler au boulot en état de souffrance, parce qu'ils en état de dépression, en état de problèmes physiques, parce que de plus en plus de gens, en raison des petits salaires, ne vont plus se faire soigner. C'est aussi la réalité. Moi, je suis prof de lycée professionnel. Vous le savez, je vois certains de mes élèves aujourd'hui qui ont des problèmes de vue, qui ne me soignent pas. Je vois des gamines de 16-17 ans qui sont enceintes parce que vous n'avez plus aucune aujourd'hui véritable politique, comme c'était à l'époque avec le planning familial. Non, mais c'est ça la réalité. Oui, mais la réalité. Vous êtes hors sujet. Alexis, vous êtes hors sujet. Alexis, d'abord. Qui dit que les patrons fraudeurs, on demande l'impunité pour eux? Personne. On demande qu'ils soient sanctionnés comme les autres. Mais il faut pas le dire, il n'y a que les patrons. Laissez-moi parler, Alexis. Vous devez laisser José Pochin, là. Moi, je suis pour que les patrons soient sanctionnés s'ils truandent, comme les autres, mais comme les autres. Ne dites pas que les pauvres ne sont que des pauvres qui font une pauvre fraude. Non, ce n'est pas vrai. Enfin, mais Alexis, vous êtes prof. Quand dans une classe, vous avez 30 gamins. Attendez, Alexis Corbière, laissez-la parler. Quand dans une classe, vous avez 30 gamins qui font 30 devoirs à la maison et qu'il y en a 3 qui systématiquement recopient tout sur Internet. S'ils se font jamais gauler, si on leur dit jamais rien, et s'ils ont 20, ils vont penser quoi les 27 autres? Ils vont faire la gueule et ils auront raison. Pourquoi on fait de l'angélisme en disant les pauvres, faut jamais dire que les pauvres font de la fraude. C'est même pas une question. D'ailleurs, ce sont pas des pauvres. Regardez, il y a le ministre. Il y a un ministre bulgare, là. On s'est rendu compte qu'il avait volé 15 000 € à Pôle emploi. À l'époque, ça s'appelait les ACEDIC. Entre 2004 et 2005, alors qu'il avait un boulot dans son pays. Parce que on a effectivement des prestations qui sont versées n'importe comment à des gens qui ont donné de faux documents. Enfin, c'est quand même n'importe quoi. Non, mais Alexis Corbière, moi, je crois pas du tout à votre... Moi, je crois pas du tout à votre thèse, Alexis, qu'il y aurait en France quelques malheureux fraudeurs pauvres, etc., sur lesquels il faudrait avoir de la compassion, de la charité. Et puis, tout le reste, l'immense majorité, ce serait des méchants patrons avec des costumes à rayures et des cigares. Je crois pas à cette stratégie. Écoutez, Éric Brunet et José Pochin, ne caricaturez pas mon propos. Ah, mais c'est ce que vous avez dit, Alexis. Vous faites très bien tout seul, Alexis. Je suis un diable rouge fourchu et je vais essayer un instant de poser le couteau entre les dents. Mais écoutez-moi. Premièrement, puisque nous parlons, vous avez invité José Pochin de Valeurs Actuelles. Les unes de Valeurs Actuelles n'ont jamais fait une une sur le fait qu'il y a des patrons qui font de la fraude aussi dans ce pays. D'accord? Vous ciblez aujourd'hui le fait qu'il y aura en quelque sorte des gens qui profiteraient, et toute une série de salariés, que ce serait même l'explication, selon vous, des difficultés. Mais arrêtez d'opposer systématiquement les patrons et les salariés. Elle dit le dossier noir. C'est le dossier noir de la fraude fiscale. C'est pas patron ou salarié. De la fraude sociale, pardon. Elle dit pas patron ou salarié, elle dit dossier noir de la fraude sociale en France. Voilà, qui affecte tout le monde.
Mais je vois bien que les exemples que vous avez pris quand je vous ai entendu citent quand même en direction de salariés qui seraient des salariés qui auraient un comportement condamnable. Moi, ce que je ne soutiens pas. Et deuxièmement, ne perdons pas de vue, ça a été peut-être dit au début de l'émission, qu'il y a dans ce pays, on estime entre 60 et 80 milliards l'évasion et la fraude fiscale, elle aussi est faite par des gens qui ont bien sûr, parce que sinon il n'y a aucun intérêt. Mais c'est pas le sujet du jour. On peut parler des droits de l'homme en Chine aussi, si vous voulez, Alexis. Non, mais là, je parle de la France. Ouais, non, mais 1 milliard d'euros. Non, mais c'est une façon de vous dire que vous sortez. Mais vous sortez du sujet. Le roi Merlin. Je termine sur cet exemple. Oui, mais ça n'a plus rien à voir, Alexis Corbière. Vous êtes hors sujet. Du travail du dimanche. Mais qui dira que c'est le roi Merlin appartient au groupe Muliez et Monsieur Muliez est domicilié en Belgique. D'accord? Donc là, les salariés sont payés au SMIC. Alors pour les faire travailler encore plus, par contre, qui dira que ce groupe qui fait des bénéfices en hausse chaque année, le patron, Monsieur Muliez, est domicilié en Belgique. Ça ne choque personne dans ce pays. Mais Alexis Corbière, ça n'aurait choqué personne que l'homme de gauche que vous êtes dise il est scandaleux que des gens, quelle que soit leur origine sociale, leur statut dans la société, grugent et pratiquent la fraude sociale. Pratiquent la fraude sociale parce que c'est des contribuables, c'est des cochons de contribuables qui payent, qui financent cela. Et c'est des gens qui vous écoutent et c'est peut-être vos électeurs qui financent ça. Donc c'est un scandale. Je répète la phrase. Il est scandaleux que dans ce pays il y ait des gens qui grugent, mais je dis qu'il y a, selon les chiffres que j'ai, ceux du Conseil d'État, entre 16 et 20 milliards de fraude patronale, et on estime entre 500 et 800 millions la fraude aux prestations. Vos chiffres sont faux, Alexis. C'est ceux du Conseil d'État, pardon. Eh ben là, c'est la Cour des comptes qui a les chiffres, la Cour des comptes, et quand même les chiffres du rapport Tian qui sont également validés par la Cour des comptes. C'est au moins 5 milliards déjà de validés, 5 milliards, pas 800 millions. De fraude sociale par les salariés français. Bien sûr. Camille, il est 13h28, je voudrais un petit point sur le brunémétrie. Je rappelle que pour toi, Eric, il faut un FBI à la française pour lutter contre la fraude sociale. Là, je vais être immensément soutenu. C'est vrai que c'est une question qui peut pas... J'imagine pas... immensément que ça. Mais comment on peut pas voter contre? Vous êtes que 62% à voter, carrément d'accord pour l'instant sur rmc.fr. Donc il y a 38% de ceux qui nous écoutent qui ne souhaitent pas qu'il y ait un renforcement des mesures pour lutter contre la fraude sociale dans ce pays. C'est peut-être une indication, ça veut peut-être dire qu'il y a 38% de fraudeurs. A tout de suite. C'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Oui, mesdames, messieurs, je pense qu'il faut en France un FBI à la française qui lutte contre la fraude sociale. Alors, quand je dis FBI, vous m'avez compris, je ne peux pas transformer Paris, Bordeaux, Marseille, Lille et Brest en Chicago. Mais je souhaite qu'il y ait effectivement, j'aimerais, dans l'idéal, qu'il y ait une structure beaucoup plus performante pour essayer de mettre un terme à ces allocations détournées, et qu'il y ait des contrôles beaucoup plus fréquents, parce qu'il est scandaleux que dans notre pays, 20 à 30 milliards d'euros de votre argent, de vos impôts, soient détournés, dépensés de façon indue. Voilà. Ça s'appelle le dossier noir de la fraude sociale. C'est le magazine hebdomadaire Valeurs Actuelles et c'est en kiosque en ce moment. José Pochat, journaliste, a réalisé ce dossier sur la fraude sociale. Elle est mon invitée. Il y a quelques instants, nous étions avec Alexis Corbière du Parti de gauche qui disait en gros, oui, vous êtes gentil, mais cette fraude sociale, c'est surtout les patrons. José, on s'est un peu engueulé à la fin, tous les deux, vous êtes un peu engueulés, mais vous, ça vous semblait un peu inacceptable l'idée qu'ils disent que ce soit avant tout les employeurs qui sont responsables de cette fraude sociale? Non, mais c'est désespérant, on peut pas débattre dans ces conditions. Pourquoi? Avec, quand on débat avec quelqu'un de gauche comme ça, comme Alexis, que j'aime bien par ailleurs, mais il y a forcément les méchants patrons et ils sont tout noirs, et les gentils salariés qu'il faut défendre coûte que coûte. Mais ce sont les salariés qui se font avoir par les fraudeurs aussi. Il y a un moment, il faut qu'on arrête de marcher sur la tête, quel que soit le domaine, parce que et puis il faudrait quand même que l'État fasse quelque chose. Parce que l'État, ça c'est votre grand reproche quand j'ai lu votre enquête. Oui, l'État est complice. L'État fait rien. Mais bien sûr il n'est qu'il pas fait complice rien. quand même, l'État. Il n'est pas complice. Mais s'il est complice, parce qu'il veut avoir la paix, il veut notamment avoir la paix sociale avec les grands syndicats. Donc il laisse courir, il laisse couler. Regardez cette histoire d'arrêt maladie. Ça coûte quand même 10 milliards chaque année, juste les arrêts maladie. Là, on n'est même pas dans une fraude, c'est pas comptabilisé dans les 5 autres. 10 milliards. On sait que 76% des arrêts maladie sont les arrêts maladie courts. Il y a 0 contrôle. Vous savez pourquoi ? Parce que vous avez deux jours pour envoyer votre feuille maladie quand vous êtes arrêté. Après, vous envoyez ça par la poste, gentiment.
comme en 1950 on le faisait déjà. Vous avez ça par la poste, c'est dépouillé, on ouvre les courriers. Bon, il faut exactement une semaine pour que, entre le moment où votre médecin vous a délivré votre arrêt et le moment où la sécurité sociale sait que vous êtes en arrêt maladie, vous avez repris votre travail. Bon, et c'est 76% des arrêts maladie comme ça. Quand on a mis ce jour de carence, quand le gouvernement Fillon a mis le jour de carence sur les fonctionnaires, immédiatement, dans la fonction hospitalière, on a réussi à avoir que ce chiffre. Et immédiatement, les arrêts maladie ont chuté de 7%. C'est à chaque fois des dizaines de millions d'euros. Bon, il existe un truc qui s'appelle la déclaration en 5 clics. Parce qu'aujourd'hui, il y a Internet. On est dans le monde moderne du 21e siècle. On est même en 2013. Internet, hop, d'un clic, le médecin qui délivre un arrêt maladie, il fait 5 clics. Et il signale à la sécurité sociale qui vous a mis en arrêt maladie. Et voilà, elle le sait de façon immédiate. On n'a plus besoin de passer par la poste. C'est en plus excellent pour notre bilan carbone. Mais ça se fait pas. Il y en a que 10% des médecins qui ont recours à ce dispositif qui existe depuis des années. C'est un scandale. Et tout est à l'avenant. Tout est à l'avenant. Et il y a ces arrêts maladie aussi qui coïncident avec, dans mon cher Sud-Ouest, la chasse à la palombe. On se rend compte que il y a une espèce oui, parce que en France, une espèce de bonhomie, d'art de vivre qui nous pousse parfois à prendre des journées. Évidemment, quand on fait, c'était très très amusant à Bayonne. Ils ont mis un observatoire pour regarder ce qui se passait et dans la vie locale en fonction des arrêts maladie. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des pics dans l'année au moment des grands matchs de rugby. Et au moment de l'ouverture de la chasse à la palombe, il y a un moment, faut qu'on arrête, qu'on peut plus se permettre ça. On peut pas mettre un système entier en péril sur ce genre de bêtises. Louis me donne un petit coup de téléphone du Var. Louis est commercial, il a 28 ans. Bonjour Louis. Vous chassez la palombe? Ah ben non, pas dans le Var. Non, c'est le Sud-Ouest la palombe. Bonjour Louis. Bonjour à votre invité, bonjour Eric. Bonjour alors, Louis. Vous, votre femme, vous me dites là qu'elle est directrice à la sécurité sociale. Oui, exactement. Et alors? Moi, je voulais recentrer un petit peu le débat. Vous êtes éloigné avec votre invité au téléphone tout à l'heure. Et on sent bien le syndrome français. On essaie de mettre en porte-à-faux tout le monde. Et on se rend compte bien que le vrai problème des fraudes, c'est qu'elles sont généralisées. Elles ne sont pas à la sécurité sociale. Elles ne sont pas au fiscal. Elles sont partout. Tout le monde essaie de manger le gâteau au détriment des autres. Nos politiques commencent par se servir eux-mêmes, on le voit bien, l'affaire Cahuzac, des détournements, des députés qui ont des frais exorbitants sans aucun justificatif. On voit bien que le robinet est ouvert et que personne ne veut le fermer. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut? Louis, allez, je connais pas votre nom de famille, je sais pas qui vous êtes. Quel est le regard de votre épouse et directrice à la sécurité sociale lorsque le soir elle rentre au travail, lorsque vous mettez à table, elle vous dit quoi sur cette question de la fraude sociale? Elle vous dit quoi? Alors, on en a parlé plusieurs fois parce que je maintenais un peu le discours que vous teniez, Eric, à savoir que j'en avais marre d'entendre des gens qui se font soigner gratuitement, qui travaillent pas et je tenais un peu le même discours que vous. Et puis elle m'a dit, tu sais, ça c'est le cadet de nos soucis parce que c'est vraiment infime, mais ça représente 2% du trou aujourd'hui qu'on essaie de combler. Donc c'est vraiment insignifiant. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qui représente aujourd'hui le plus gros des fuites. Le plus gros des fuites, c'est les chirurgiens, c'est les médecins, c'est les gros fraudeurs. C'est les gens qui s'appellent Monsieur Hinault, qui touchent des millions, qui ne payent pas 1 euro d'impôt en France. Et puis quand ils sont malades, je veux pas, Louis, je vous entends, mais je veux pas qu'on parle pas de la fraude en général. On parle de la fraude sociale. Il faut aussi serrer les émissions. Si vous allez me parler de Muliez qui gruge les impôts dans le Nord, comme l'a fait tout à l'heure Corbière, on n'est pas dans le sujet. On a déjà fait des tas d'émissions sur la fraude fiscale. Moi, je veux qu'on parle de la fraude sociale, parce que Louis, que vous le disiez ou non, je sais pas ce que vous dit votre femme, mais c'est 30 milliards d'euros. Me dites pas que c'est rien et que c'est le cadet des soucis de la Sécu, c'est pas vrai. Il y a 10 millions de cartes vitales en trop qui circulent en France. 10 millions. Non, attendez, stop. C'est quoi cette histoire que vous sortez en pleine émission? 10 millions de cartes vitales en trop qui circulent en France. Et elles sont à qui ces cartes vitales? On dit mais c'est pas grave, elles ont été perdues. Non, c'est n'importe quoi de dire ça. Elles sont déclarées perdues. Elles sont déclarées. Effectivement. Oui, mais monsieur, quand vous perdez votre carte bleue, il se passe quoi? Et voilà, ça va à plusieurs personnes. Quand on perd sa carte bleue, qu'est-ce qu'on fait? On fait opposition, la carte, elle est désactivée. Pourquoi on fait pas ça sur les cartes vitales?
Mais vous touchez un gros mammouth. Pourquoi Attendez. Je savais pas qu'on ne désactivait pas une carte vitale perdue. Mais je comprends pas. Pourquoi on les désactive pas? Je vais vous expliquer. Allez-y. Parce que les cartes vitales, ça. Moi, vous voulez demain aller chez le médecin, Eric? Je vous donne ma carte vitale, vous testez. Ouais. Mais si vous y allez comme vous voulez. Oui, mais si vous perdez votre carte vitale. Elles ne sont pas sécurisées, c'est ce qu'on se dit. Elles sont pas sécurisées. Non, elles sont pas sécurisées. Mais sur une carte vitale, vous pouvez avoir jusqu'à 5, 10, 15 personnes. Elle peut être utilisée dans la même journée par 4 personnes différentes. On le sait. Et c'est pas vrai que c'est anecdotique, ce n'est pas vrai. Attendez une seconde, Louis, restez. Attendez, Louis, restez avec nous. Je voudrais qu'on passe le micro tout de suite. Il est au téléphone avec nous, au docteur Didier Leget. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, et vous-même? Très bien. Vous êtes vice-président de l'Union des chirurgiens de France, vous êtes chirurgien urologue à Grenoble. Je vous prends de temps en temps dans l'émission parce que vous êtes extrêmement documenté sur les chiffres et vous m'avez déjà touché 2 mots de la fraude sociale en France. C'est un sujet pour vous qui est majeur. Ah, c'est majeur, ouais. Tout à fait d'accord, à tous les niveaux, oui. Alors, quels sont les 2-3 enjeux pour vous, médecins? Enfin, pas pour les médecins en général, mais pour vous qui êtes médecin, votre regard, c'est quoi les chiffres les plus hallucinants et les plus incroyables sur la fraude sociale? Je répondrai plusieurs choses. D'abord, je répondrai au monsieur précédent que les chirurgiens et les médecins, eux, ne fraudent pas et peuvent pas frauder, parce qu'on est contrôlé et suivi par la Sécu en permanence, et c'est normal et c'est légitime. Pour le reste... Aujourd'hui, la fraude sociale et au niveau de la branche que je connais bien, qui est la branche maladie, c'est essentiellement, je suis d'accord, des arrêts de travail injustifiés, avec, il est vrai, une carence normalement pour tous les salariés qui est de 3 jours, et qui pour les fonctionnaires n'existe pas, probablement raison pour laquelle le gouvernement est revenu en arrière, puisqu'il y avait un jour de carence, il n'existe plus, et qui représente aujourd'hui des dizaines de milliards d'euros pour les arrêts de travail injustifiés. Il est vrai que les médecins doivent faire confiance aux malades, et c'est sur leur bonne foi qu'ils les arrêtent 3 jours en général, parce qu'ils ont conscience que les 3 jours sont payés par le salarié. Le deuxième point qui représente des centaines de millions d'euros, c'est des bons de transport, avec des malades qui demandent des bons de transport justifiés ou non justifiés, et la Sécu est sur ce point en train de mettre en place des politiques de contrôle et de sanctions pour les confrères, ce qui est excessif, puisque c'est pas nous qui sommes responsables, je dirais, des excès des patients. Les médicaments, on a des patients qui viennent avec des cartes vitales, qui demandent des médicaments, qui arnaquent les médecins et qui vont en fait transférer les médicaments à leur famille à l'étranger, puisqu'ils ne peuvent pas se les faire payer. On a des patients effectivement qui utilisent la carte vitale pour toute la famille, pour eux, pour leurs cousins, pour les proches qui viennent de l'étranger, et c'est en cours d'être réglé, puisque la Sécu a mis en place des photos sur les cartes vitales, et pour tous les établissements de santé où les soins sont les plus importants, aujourd'hui on demande la carte d'identité du patient qui rentre. Les Français l'ont pas bien vécu, mais c'est aujourd'hui une des façons de le contourner. Enfin, on voit apparaître aujourd'hui des passeurs qui amènent des malades du monde entier, des handicapés dans certaines régions comme le centre de la France ou à Saint-Étienne, où on voit arriver des enfants polyhandicapés sur le statut d'AME qui vont bénéficier de tous les soins, puis qui passent ensuite en CMU, puis ensuite en adultes handicapés. On voit arriver des insuffisants rénaux de l'Est qui arrivent pour passer en dialyse, puis qui sont priorité en greffe de rein. Je rappelle qu'une greffe de rein, c'est 80 000 euros. On voit arriver par l'intermédiaire de Roissy des patients qui arrivent du Sénégal et ailleurs en cancer, stade terminal ou autre, qui viennent bénéficier de chimiothérapie gratuite à l'hôpital de Saint-Louis. Donc on voit un certain nombre de réseaux qui se mettent en place dans le monde entier pour rapporter en France les malades et les faire soigner. J'ai récemment vu des patients chinois qui bénéficiaient d'une CMU par rapprochement familial pour des enfants qui travaillaient ici et qui sont repartis en Chine une fois l'intervention de la prostate réalisée. Attendez, docteur Leget, excusez-moi, pardon, mais je vous écoute, là, j'ai les bras qui touchent la moquette du studio d'RMC. Vous êtes en train de me dire, j'avais jamais entendu ça, qu'il y a donc des systèmes organisés, ce tourisme social que j'évoquais tout à l'heure, un petit peu comme une formulation pratique pour faire passer mon idée. Vous êtes en train de me dire qu'il existe, il est institutionnalisé, il y a des passeurs professionnels dont le métier est de faire venir en France des gens qui ne sont jamais venus et de les faire prendre en charge dans des hôpitaux pour des opérations lourdes et chères financées par le contribuable français au titre de l'AME, puis une fois opérés, ils les font passer dans d'autres statuts, adultes handicapés, etc., pour qu'ils soient pris en charge de façon plus durable, ou alors, si l'opération est effectuée, ils les ramènent chez eux. C'est ce que vous venez de me dire. Certains restent chez eux, mais surtout certains vont bénéficier du statut après d'adultes handicapés ou d'invalidité dans notre pays, puisqu'il n'existe pas dans le leur. Les passeurs peuvent avoir plusieurs noms, vous savez. Certains sont même des associations, loi 1901, qui profitent de réseaux et de mettre en place pour ramener des patients se faire opérer en France. Et une fois que les patients sont ici, ils restent ici. Quand vous avez un enfant qui arrive en insuffisance rénale, comme le dit tout à l'heure Madame Pochat, aucun hôpital n'a jamais refusé de soigner un étranger en situation irrégulière. Jamais. N'empêche, quand un enfant arrive
et qu'il est insuffisant rénal, il passe immédiatement en dialyse. Il est hors de question de renvoyer un gamin de 17 ou 18 ans dans son pays, alors que là-bas, il n'y a pas de dialyse. Donc il va être dialysé chez nous, 70 000 € par an, et puis il va passer en greffe, et en greffe rénale, il est prioritaire, d'abord parce qu'il est mineur, et puis ensuite qu'il est étranger. Et les centres de greffe pensent qu'une fois qu'il est greffé, il va repartir au pays, avec son rein, sachant que les dialysés de ce pays savent à quel point c'est difficile d'obtenir un rein. Moyennant quoi, il repartira pas, parce que les traitements immunosuppresseurs, comme la cyclosporine, n'existent pas dans son pays. Donc ensuite, il va rester sur le statut de CMU, comme il pourra jamais travailler parce qu'il est dialysé, greffé ou parfois dans des positions difficiles ou qu'il parle pas la langue, il sera ensuite adulte handicapé. C'est organisé. C'est quoi votre regard de médecin? Parce que c'est à la fois, bien évidemment, il faut sauver quand on est praticien, on a un enfant de 17 ans insuffisant rénal qu'il faut opérer. Bon, mais en même temps, c'est quand même compliqué parce que vous me décrivez un vrai business, quoi. Mon regard de médecin, c'est un regard humaniste. Nous ne refuserons et nous n'avons jamais refusé de soigner des patients étrangers, des patients CMU, des patients sans ressources. C'est notre code de déontologie et c'est au-delà de ça notre code d'humanité. Néanmoins, ce que nous aimerions, c'est que notre pays trace ça. Et dans le projet de loi de financement de la Sécu de cette année 2014, vous pouvez le regarder, il y a l'article 64, l'article 68, l'article 69 qui prévoit de rechercher la fraude. Et dans l'article 64, on apprend par le gouvernement actuel qu'il y a 1,5 milliard de recouvrement de dettes au niveau des patients européens et dans le monde qui se sont fait opérer, mais de façon officielle. On se rend compte qu'il y a, article 68, une recherche par rapport à l'aide au logement et les actes frauduleux. Et puis la protection sociale, c'est l'article 69. Il est temps que la France, quel que soit le gouvernement, mette en place des mécanismes, comme vous le dites, d'enquête et de contrôle pour faire en sorte que les fraudeurs nationaux et les fraudeurs internationaux soient sanctionnés, contrôlés et tracés. Pas de problème pour soigner un patient étranger, mais son pays nous rembourse et son pays nous prend en charge. Les patients d'origine maghrébine, algérienne en particulier, au CHU de Marseille, représentent entre 100 et 150 millions d'euros par an. Pas de problème, on peut les soigner, mais l'Algérie, d'une façon ou d'une autre, doit nous rembourser la dette. Il n'y a pas de raison que ce soit les cotisants. Et pour terminer, pour pas faire trop long, dépenses d'assurance maladie en France cette année, 185 milliards, le déficit, entre guillemets, c'est 6 milliards, soit 3%. Si vous rajoutez qu'aujourd'hui dans le pays il y a 500 000 AME, vous arrivez à presque 1,6 milliard, 1,7 milliard de déficit juste pour la générosité des Français de soigner les étrangers en situation irrégulière. Merci à vous, docteur Didier Leget, pour ces chiffres très, très documentés. Merci beaucoup, Merci, je vous souhaite une bonne journée. Je peux ajouter juste un petit truc sur les contrôles. Vous savez que pour bénéficier de l'AME, parfois il suffit de dire, pour prouver qu'on n'a pas de ressources, parce qu'évidemment c'est les gens concernés sont étrangers en situation irrégulière, sans ressources. Vous savez ce que vous avez besoin de présenter, ce qu'il suffit de présenter comme papier, un forfait téléphonique à 5 € ou à 2 €. J'ai pas de ressources, regardez mon forfait téléphonique, c'est un forfait à 2 €. On dit ok, vous avez le droit à l'AME. Je vous rappelle que pour l'AME, il y a des rapports de l'IGAS publiés depuis 2003, des rapports de l'Inspection Générale des Finances qui ont démontré que les patients AME en province dépensaient 1 500 € par an et à Paris, ils dépensent jusqu'à 8 000 € par an de soins. Oui, parce qu'il y a aussi des gens, là vous avez évoqué de vrais malades, mais vous avez aussi des gens qui, par le biais de l'AME, se sont fait refaire les dents, arracher les dents saines et faire réaligner les dents, enfin vous savez les trucs qu'on fait pour les ados. Oui, du traitement esthétique, de l'orthodontie. Merci, docteur Leget, merci beaucoup. Restez avec nous, José Pochat. Camille, il est 13h47, le Brunet-Métry. Ça a légèrement augmenté depuis tout à l'heure. Vous êtes maintenant 72% à être carrément d'accord avec toi, Eric, et du coup avec José Pochat, et à dire qu'il faut un FBI à la française pour lutter contre la fraude sociale. Mais je comprends pas qu'il y ait que 72%. Mais même quand on est pour militant de cette AME, aide médicale d'État, quand on est pour une sécurité sociale généreuse et ouverte vers tout le monde, on est quand même favorable à l'idée qu'il faut des contrôles qui empêchent, qui limitent cette insupportable fraude sociale financée par les cotisants, quoi. Des milliards d'euros, on peut pas laisser faire ça. Je comprends pas qu'il y ait que 72% des gens qui soient d'accord avec moi sur cette affaire. Bon, à tout de suite. RMC, carrément Brunet. Sur Internet, sur iPod, iPad, iPhone, sur votre télé, RMC, partout, tout le temps. Camille, les lettres, les courriers que nous recevons. Tiens, j'en profite pour rappeler que vous pouvez me suivre, me follower sur Twitter. Voilà, tweetez-moi les amis. @carrément Brunet. Bah oui, @carrément Brunet, voilà. Et depuis quelques jours, j'ai repris moi-même mon tweet en main, parce que de temps en temps, j'étais un peu, je sais pas, j'étais pas trop sur l'affaire. Mais c'est fini ça, j'ai pris des résolutions. @carrément Brunet, suivez-moi les amis. Je vous promets d'être un peu plus vigilant et d'être un peu plus connecté avec vous.
Bon voilà, Yannick lui nous écrit via rmc.fr, il nous dit « Nous avons la meilleure protection en matière de santé. C'est vrai qu'il y a des abus, mais quand votre invité devra se faire hospitaliser pendant 10 jours, qu'elle devra vendre sa maison et faire un crédit pour pouvoir être soignée, elle reviendra vous voir. La santé a un prix », nous dit Yannick. Mais tout le monde est d'accord. Non, elle mais est entièrement d'accord. Enfin, il n'est pas question que les gens qui sont vraiment malades soient exclus des soins. Elle dit simplement qu'il faut arrêter de frauder. Je comprends pas. C'est dingue. Il est au contraire question de dire attention, on va faire en sorte que les tricheurs ne puissent plus tricher pour que notre système, notre modèle social ne coule pas. Lettre suivante, Camille. Lettre suivante, Jean-Paul nous dit « En cas de perte ou de vol de votre carte vitale ou si elle ne fonctionne plus, vous devez immédiatement en informer votre caisse d'assurance maladie pour qu'elle puisse la désactiver. Et vous retournerez les documents nécessaires à la demande d'une nouvelle carte vitale, ce qui veut dire que chaque détenteur est responsable de sa carte. » Donc normalement, apparemment, d'après Jean-Paul, on ne peut pas utiliser une carte qui a été perdue puisqu'on est censé la désactiver. Voilà. Un message qui nous vient de Pierre, il nous dit « Alors bonjour à tous, moi j'étais malade la semaine dernière, 3 jours en moins, je me suis donc arrangé avec mon patron, je me suis arrêté 2 jours pour me reposer, puis j'ai rattrapé mon boulot. Ça n'a rien coûté au patron, ni à moi, ni à la sécu. J'aurais été fonctionnaire, j'avoue que je serais tenté de m'arrêter plus facilement et pas attendre de vraiment ne pas pouvoir travailler. En tout cas, bonne journée, nous dit Pierre. Voilà. Oh lui, la culture anti-fonctionnaire, enfin, non mais oh Pierre, oh. Camille, allez. Vous continuez de voter, rmc.fr. RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Il faut, mesdames, messieurs, un FBI qui lutte contre la fraude sociale. Un FBI à la française, vous l'aurez compris. Une cellule ultra performante qui limite au maximum cette fraude sociale, cette fraude aux allocs, cette fraude au RSA, cette fraude au travail au noir. Le travail au noir qui est considérable, qui est devenu inacceptable dans notre pays, à mon avis. Il faut une cellule qui permette tout simplement à l'État d'encaisser ces 30 milliards d'euros qui s'envolent à cause des fraudeurs. José Pochat, c'est quand même assez fascinant. Donc vous avez découvert des chiffres tout à fait incroyables en faisant cette enquête. 20-30 milliards, des pratiques qui se pérennisent d'année en année, la fraude institutionnalisée, un pays qui devient une destination de tourisme social. Vous savez, le plus sidérant, c'est que ces chiffres, en fait, ils existent. Ils existent depuis des années. Tout le monde les connaît. On n'en parle pas. On les laisse dans les tiroirs et rien ne change. C'est ça qui est désespérant. Cette carte de France, on voit que les médecins, dans certains départements, on met 3 fois plus d'arrêts maladie que dans d'autres. Et on s'aperçoit que ce sont les départements où il y a le plus de médecins. Parce que il faut de leur clientèle. Et là où il y a des déserts médicaux, on file pas trop d'arrêts maladie. Bon, c'est inadmissible. Cette carte, elle existe depuis 2005. On fait rien. Et tout est à l'avenant. Et en plus, l'État continue. Là, Marisol Touraine prévoit de généraliser le tiers payant. C'est-à-dire que tous les gens vont pouvoir aller chez leur généraliste sans verser 1 euro. 1 euro. Parce qu'on se dit, les grands pauvres ne se font même plus soigner tellement. Faut pas exagérer. Les vrais grands pauvres, d'abord, ils ont la CMU, mais le tiers payant, ça va pousser une surconsommation médicale, mais monstrueuse. Parce que c'est le tout gratuit. Vous allez demain dans un supermarché où tout est gratuit, mais vous remplissez 14 caddies. Bon. C'est absurde, voilà. D'autant que... Bien au-delà de vos besoins. La consommation médicale, c'est la même chose. Philippe et on en rajoute. Me téléphone de l'Allier, où il est agent public. Bonjour Philippe, fonctionnaire. Oui, bonjour Éric Brunet, bonjour à vos invités. Là. Oui. Bonjour. Alors, quelle est votre lecture sur ce système institutionnalisé ? Il faut lutter contre plus fermement qu'aujourd'hui, ces fraudes sociales ? Oui, je pense qu'il faut lutter contre beaucoup plus fermement. Moi, en tant qu'inspecteur du travail, je connais un peu la question. On n'a pas du tout les moyens de lutter contre ce phénomène. D'ailleurs, on est très, très peu nombreux. Donc, vous l'avez rappelé un peu en début d'émission, mais... C'est ce que disait Alexis Corbière, 2 à 3 000 inspecteurs du travail en France, c'est pas suffisant pour notamment... même pas 3 000. Même pas 3 000. Il disait c'est pas suffisant, notamment pour le travail au noir, quoi, typiquement. Notamment pour le travail au noir, parce que les inspecteurs du travail, je sais que quelquefois vous avez vis-à-vis des fonctionnaires des choses un peu mais là c'est pas vrai. Mais les inspecteurs du travail sont un peu surchargés, donc ils ont des choses à faire et le travail au noir ça représente vraiment
quelque chose de l'ordre de 5 à 10%, pas plus, de notre travail. Ouais. Alors il faut aussi savoir comment ça fonctionne, parce que je veux dire, bon, on peut très bien nous faire des contrôles tout seul, mais il y a aussi par département des comités de lutte, ce qu'on appelle les COLAF, les comités de lutte antifraude, qui sont sous l'égide des procureurs de la République. Alors ces comités rassemblent la plupart des agents qui sont sur le terrain, URSSAF, inspection du travail, donc sécurité sociale, caisse des congés payés du